Nous allons maintenant consacrer un peu de temps également à l'interférométrie. Alors, il faut voir que l'interférométrie, comme la polarimétrie, ce sont des développements extrêmement riches qui demanderaient des volumes entiers, des heures et des heures de discussion. Il existe même un volume édité par l'ESA là, qui fait le tour des problèmes de l'interférométrie, excellemment fait. On va se contenter de rappeler les fondements de manière à rentrer ensuite dans le travaux pratique avec la Sentinel Toolbox. Alors de quoi s'agit-il en interférométrie? Il s'agit d'avoir deux images acquises sur des orbites voisines, très voisines. Il y a des limites là qu'on ne discutera pas, mais on va savoir qu'elles existent. Et ces images, on doit pouvoir les récupérer en mode complexe. J'ai mis RAW sur l'image, mais ce n'est pas intéressant. Le RAW, il faudrait refaire les traitements. Alors pourquoi le mode complexe? Parce que seul le mode complexe permet d'avoir les différences de phase qui vont nous intéresser. Alors, la base de l'interférométrie, c'est le calcul de la différence de phase mesurée entre deux orbites voisines pour les mêmes points du sol. Ce qu'on avait vu en exemple au début, en présentant les données elles-mêmes, c'est que si on prend une seule image, la phase semble complètement aléatoire. Il n'y a que parce qu'on fait une différence entre deux acquisitions que le résultat va se structurer. Alors, il semble à peu près évident que les distances entre les orbites et les pixels jouent un rôle dans la mesure de la phase, puisqu'on sait en propagation qu'il y a une relation entre la phase et la distance parcourue, on va la revoir. Y a-t-il d'autres variables? On va le voir également, le discuter très rapidement. Et surtout, on retient que la phase est mesurée modulo 2π par tous les systèmes, quels qu'ils soient, dans les phénomènes de propagation. C'est-à-dire que les images d'interférométrie ressembleront à ce qui est en bas à droite, c'est-à-dire une succession de franges. Il y a un produit qui sort également des calculs interférométriques, c'est ce qu'on appelle le facteur de cohérence. On retrouve un mot qui a été utilisé au début, en disant que l'onde radar devait être cohérente. Bien, il y a un facteur de cohérence entre pixels, on va le rediscuter tout à l'heure. Je dis simplement dès maintenant qu'il informe sur la stabilité des états de surface à l'échelle de la longueur d'onde. C'est tout à fait exceptionnel comme produit. C'est-à-dire que si vous avez un ensemble de coquillages constituant un pixel radar sur une grande plage, par exemple, si vous piétinez les coquillages, eh bien, vous allez changer la cohérence et ça se verra. Donc, c'est exceptionnel. On verra des exemples tout à l'heure, j'en reste là. Alors, en interférométrie, il y a une différence entre deux principaux cas, disons. Le cas où les acquisitions sont simultanées ou quasi simultanées, c'est le cas avec la navette SRTM, avec la phase tandem de TerraSAR-X, avec des avions disposant de deux antennes. On a à ce moment-là les deux images qui sont acquises au même moment, et ça présente un intérêt, comme on va le voir tout à l'heure, sur la qualité de certains résultats. Ensuite, il y a un deuxième cas, le cas où les images ne sont pas simultanées. Alors, avec ERS, nous avions par exemple une phase tandem à 1 jour, qui a duré quelques mois, puis 35 jours. Donc les résultats n'étaient pas les mêmes avec 1 jour et 35 jours pour les mesures que l'on allait faire. Avec ASAR et PALSAR, ce n'est pas simultané. Et avec Sentinel aujourd'hui, que j'ai oublié d'ajouter ici, on a vu que Sentinel aurait une période, un cycle à l'équateur de 6 jours, avec des cycles réduits quand on monte en latitude. Donc Sentinel s'inscrit dans le tableau ici pour les acquisitions non simultanées. Alors, on va passer au tableau pour exposer un peu le principe de la mesure. Donc, principe de la mesure, avec deux orbites O1 et O2 et un relief au sol. L'opération consiste à recaler très finement les images. Ah. Donc ce que je raconte là est valable que ce soit simultané ou non simultané. Et la différence de phase entre les deux acquisitions, donc, on va dire Φ1 moins Φ2, ça égale à un terme qui dépend de la distance globale au pixel situé au sol. Alors ici, je distingue, il y a plusieurs distances en fait dans mon schéma. Il
Vous avez la distance à un point de référence dans le pixel au sol ici, mais il y a également des morceaux de pixels qui ne sont pas à cette distance. Mais je vais avoir donc quelque chose qui dépend de D2 moins D1, enfin D1 moins D2, avec un facteur lambda. Je sais que lorsqu'une distance parcourue augmente de lambda, je dois multiplier par un facteur de phase de 2pi. Ici, comme j'ai un aller-retour, on prend 4pi. 4pi D1 moins D2 pour la différence de phase entre les deux. Il faut ajouter à cela le fait qu'il y a un certain nombre de cibles élémentaires ici qui peuvent avoir une contribution. Donc je vais écrire phi1 des cibles élémentaires moins phi2 des cibles élémentaires. Alors, dans le cas présent, pour que l'on puisse travailler simplement, on va discuter du cas des cibles élémentaires tout de suite. Le cas général. Dans le cas général, le phi1 des cibles élémentaires risque d'être différent du phi2 des cibles élémentaires. C'est le cas en particulier si les acquisitions sont non simultanées. Si on revient 15 jours après, il n'est pas évident que les cibles soient restées exactement au même endroit. Par contre, si l'on est en simultané, eh bien, les deux vont être voisins. On va dire que ce n'est pas exactement les mêmes. Ils ne sont pas vus sous le même angle. Voilà, ça va être voisin de deux cibles élémentaires. Ce qui nous intéresse pour la suite là, immédiate de l'exposé, c'est de considérer que ces deux termes sont identiques. Donc on ne va pas se préoccuper du cas non simultané, on va prendre le fait que phi1 élémentaire et phi2 élémentaire sont identiques pour simplifier. Et on va se poser la question de quoi dépend le terme phi1 moins phi2 en fonction donc du pixel courant M. Alors, on pourrait expérimentalement faire une expérience en prenant deux points fixes et puis des ficelles avec un métré et faire des mesures. On s'apercevrait qu'évidemment, il va y avoir une dépendance de la variable petit x et de la variable petit z qui représente le terrain. Ceci est évident géométriquement. Je vais avoir ici une fonction qui va dépendre de x, de z et du positionnement des deux points O1 et O2 initialement choisis. Voilà, ça c'est évident. Ce qui l'est moins, c'est que si l'on considère que les deux orbites sont très lointaines, par exemple 900 km, avec une variabilité sur quelques kilomètres ici, on va considérer que les variables x et z varient peu autour d'une fonction centrale, et on va écrire que ceci, c'est un terme du genre f de x0, z0, point de référence, qui dépend de O1, O2, plus des termes complémentaires qui vont venir de la variabilité de x et de z autour de ces valeurs centrales, c'est-à-dire des coefficients alpha et bêta avec x moins x0 et z moins z0. Les alpha et bêta vont dépendre de O1, O2, de x0, y0, et pour ceux qui sont habitués à ce genre de calcul, on reconnaît ici des termes de dérivation partielle de la fonction f par rapport à x et y. Et ce qui veut dire simplement que dans notre analyse, ce terme-là va être une constante, ce terme-là va dépendre de la variable x, et ce terme-là va dépendre de la variable z. Donc, le terme utile de phi1 moins phi2, utile, je dis, j'élimine le terme constant, donc on sera toujours à une constante près dans les calculs. J'élimine le terme qui dépend de x, donc je dis qu'il est inutile parce que c'est une variation qui est déterministe, et j'ai un terme qui dépend de z. Voilà, donc de l'altitude. Voilà mon schéma. Alors, j'ai supposé ici, en éliminant la variabilité des cibles élémentaires, là que j'étais dans le cas simultané. On est dans le cas simultané, donc on trouve quelque chose qui dépend
C'est quoi z moins z0? C'est une certaine altitude. Donc on a ici un terme qui dépend de l'altitude du lieu. Après correction de la variation en x, on retrouve une fonction qui dépend de l'altitude. On le verra tout à l'heure sur des exemples, ça paraît très net. Alors, maintenant, le cas où il nous intéresse également, c'est le cas non simultané. Alors, par rapport à ce qui précède, le phi1 moins phi2 va être égal au 4pi sur lambda d1 moins d2, là, plus les termes de cible élémentaire, donc phi1 cible élémentaire et moins phi2 cible élémentaire. Comment peut-on évaluer la qualité des résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'on a effectivement des éléments correspondant aux réponses aux deux dates, donc 1 et 2, puisque là, les deux dates, ça c'est date 1, ça c'est date 2, eh bien, c'est lié au positionnement des cibles à l'intérieur du pixel. Ici, j'en ai dessiné 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Si je suppose que le positionnement des cibles élémentaires ici est le même que là, tout va bien. Et si, au contraire, je suppose que ça a bougé, tout va mal. Donc, je vais redessiner un seul élément de surface avec la première date en bleu et la deuxième date en vert. Si j'ai coïncidence de mes cibles élémentaires, ce sera bon. Et si j'ai discordance dans mes cibles élémentaires, ce sera mauvais. Quand je dis discordance, c'est discordance de combien? Je dis discordance de combien? Eh bien, on l'a dit, on l'avait vu, donc là c'est mauvais, il suffit qu'il y ait des variations de déplacement de quelques centimètres, d'une fraction de centimètre, déplacement centimétrique de l'ensemble des cibles pour que le phi1 moins phi2 élémentaire affecte le résultat global. Donc, ce terme-là, il est connu, enfin il sera connu justement par le calcul de la cohérence sur lequel on reviendra tout à l'heure. Si j'ai une cohérence élevée, eh bien ça veut dire que les phi1 élémentaires, les cibles élémentaires, et phi2 des cibles élémentaires sont identiques, donc il n'y a pas de problème. Le calcul que l'on fera sera bon. Si la cohérence est faible, ça voudrait dire qu'il y a des variations dans les réponses des cibles élémentaires et globalement, on aura un problème pour donner un sens au calcul de différence de phase que l'on a évoqué ici. Voilà. Donc ça, c'est un premier résultat dans le cas non simultané, le fait qu'on doit s'intéresser au comportement des cibles élémentaires pour faire le calcul de phi1 moins phi2, dont on a vu tout à l'heure qu'il faisait apparaître l'altitude du point. Donc notre résultat pour l'instant est le suivant. On va supposer maintenant qu'on est dans un bon cas, cohérence élevée, parce que sinon ça ne vaut pas le coup de s'intéresser au phi1 moins phi2. Voilà. On a vu que c'était égal à 4pi sur lambda d1 moins d2. Il y a un terme qui est égal à 0. Et alors, dans le cas de la cohérence élevée, puisqu'on a deux dates différentes, il y a un phénomène que je n'ai pas évoqué dans mon schéma, donc je refais mon schéma, O1, O2, la surface, voilà la surface, le pixel, voilà, et on va voir apparaître directement dans ce calcul la possibilité que le pixel se soit déplacé. Alors, comment il peut se déplacer? Tout simplement si la surface se déplace. Alors, je vais supposer que seulement une partie de la surface se déplace, par exemple qu'il y ait un affaissement de cette zone avec un déplacement global du pixel en question. Et je vais appeler petit d le vecteur déplacement correspondant au mouvement de la surface. Que résulte-t-il de cela? Eh bien, ici, mon D2
va être affecté par rapport au calcul initial d'un complément, et ce complément, alors je ne rentre pas dans le détail, ça sera tout simplement une augmentation de longueur dans ma figure, parce qu'on aurait pu imaginer que la surface remonte, qui va être égale à D. Voilà, donc j'ai un delta de D2 qui va être égal au produit scalaire entre le vecteur déplacement et le vecteur direction de visée ici, U2. Ce qui veut dire que dans mon calcul de phase, j'aurai un φ1 moins φ2 qui sera égal à 4π sur lambda, que multiplie ce terme-là avec en négatif, voilà, moins D scalaire U2, en plus du terme que l'on a évoqué tout à l'heure, qui était le terme qui dépendait de Z, c'est-à-dire Z moins Z0. Et on avait dit qu'à ce niveau-là, on l'avait lorsqu'on avait éliminé la variation en X. Donc voilà à quoi on aboutit dans le cas général d'une non simultanée et cohérence élevée. Cohérence élevée, je répète, ça veut dire que la surface n'a pas évolué à l'échelle centimétrique entre les deux acquisitions. On va voir successivement des exemples, mais voilà les résultats qui sont posés. Ici, on a un terme qui dépend de l'altitude du lieu. Ici, on a un terme qui dépend des déplacements. Alors, vous travaillerez en TP avec Sentinel Toolbox sur des images Sentinel, sur la Grèce, et vous verrez des déplacements, vous verrez des altitudes. On vous expliquera comment éliminer l'effet de l'altitude si on n'en a pas besoin, ou en passer. Enfin bref, il y a un certain travail à ce niveau-là après, qu'il faut pouvoir faire pour pouvoir décoder les résultats. Quand on regarde ce terme, on s'aperçoit que le lambda ici est centimétrique, que la qualité des mesures envisageables D scalaire U2 seront d'une qualité infracentimétrique. On a un 4π sur lambda ici avec un D. C'est-à-dire qu'avec une longueur d'onde de 6 cm, on est susceptible de trouver des déplacements de l'ordre du millimètre. Voilà la formule dans son état consistant. Alors, je vais dire ce qu'il y a. Le B perpendiculaire, on va refaire un dessin quand même. Le B perpendiculaire, c'est la distance qu'il y a entre O2 et la trace de O1, ici, donc en abaissant perpendiculairement. Le petit i, c'est l'incidence du faisceau. Alors, vous me direz que sur ma figure, il y en a deux d'incidence. Oui, mais il faut bien penser que O1 et O2 ici sont à 900 km. Donc les variations d'incidence vont être extrêmement faibles. Alors, s'ils se discutent, le grand R, c'est la distance globale entre les éléments. Le lambda, c'est le lambda, donc ça nous donne un terme qui dépend de l'altitude, qui est 4π sur lambda, P perpendiculaire, H sur sinus I. Lambda R sinus I. Terme qui dépend de H. Nous allons voir des exemples après. Le terme qui dépend de D, c'est celui qu'on a écrit, 4π sur lambda D scalaire U. Et la formule en question reprend le delta phi atmosphérique et le delta phi interne au pixel. Alors, le interne au pixel, on l'a discuté. Le delta phi atmosphérique, on ne l'a pas discuté. Je renvoie donc aux sources externes. Les effets de l'atmosphère peuvent imprégner les images et donner des artefacts à ce niveau-là. Voilà, on va passer maintenant aux exemples. Pour le relief, la formule rappelée, un document d'Éric Potier, un remerciement sur ce document qui est intéressant. À partir d'un modèle numérique de terrain, il a généré des franges d'interférence correspondant à deux orbites voisines. Alors là, les franges qui sont données ne sont pas les franges dites utiles de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a conservé la variabilité selon l'axe horizontal. Si on supprime la variabilité selon l'axe horizontal, on arrive à des franges qui ne représentent que le relief. C'est donc le terme de tout à l'heure qui est le terme
en petites taches. Il n'y a pas dans cet exemple-là, dans cette simulation, des déplacements, mais on pourrait en imaginer également. Et voilà le modèle numérique de terrain qui est revenu à partir du déroulement des franges. Alors tout ça, c'est des calculs qui sont spécifiques, que les logiciels font en général, quelquefois bien, quelquefois moins bien. Et donc une image dans la géométrie radar du MNT en 3D. Voilà un autre exemple. Nous sommes ici sur le mont Cameroun, au voisinage de Douala. L'image d'amplitude traduit le fait que le mont Cameroun, qui est relativement ovoïde, est écrasé vers l'antenne. On en voit donc une langue blanche, un peu comme un bec de canard. Et sur cette image d'amplitude, on voit que d'un côté, il y a des laves qui sont relativement lisses puisqu'elles sont sombres. Et ici, la radiométrie est affectée par la compression de l'image avec des surfaces de pixels très importantes. Si l'on passe à l'interférogramme, globalement, avec un extrait, on voit ces franges apparaître un peu comme des courbes de niveau. Alors dans la zone de compression, ce n'est pas exploitable. Et ailleurs, on pourrait compter les courbes de niveau. Ici, je crois qu'il y en a environ 80, avec une distance inter-frange qui est calculable à partir de cette formule. La distance interfrange va dépendre des paramètres B perpendiculaire et sinusite, essentiellement, avec le 4pi sur lambda. Donc c'est des calculs qui sont faisables. Vous trouverez ça dans la doc externe. On retrouverait donc une altitude du mont Cameroun de l'ordre de 4000 mètres. Ici, un exemple qui est récent, c'est une image de la face tandem de Terrasse Arix, de la Tour Eiffel à Paris, où la variabilité de la couleur est liée à l'altitude de la tour. Donc c'est un document qui est très intéressant, enrichissant, et on voit que l'antenne radar, enfin les antennes radar étaient situées au nord de la Seine. Alors ce n'est pas nécessairement le nord réel, mais dans l'axe de la Tour Eiffel, vers le haut de l'image, où se trouvait le satellite, et l'ombre est située de l'autre côté de la Tour Eiffel, qui a été écrasée vers le satellite, comme on l'a expliqué dans les manières générales. C'est une assez belle image, qu'il est plus agréable de regarder comme ça que de regarder à l'envers. C'est un problème de perspective, de fusion entre la perspective radar et la perspective optique à 90 degrés. Pour les déplacements, quelques exemples. Alors on reprend ici la formule. Et voilà un exemple de l'équipe de Didier Massonnet au CNES à Toulouse, où, à la suite d'une éruption de l'Etna, eh bien, un affaissement a eu lieu. Alors, on a dit que l'on pouvait convertir. Alors, ici, c'est plus simple pour les déplacements. Pour les déplacements, pour avoir une frange, il suffit d'avoir une variation de 2π ici. Donc, le d escalaire u est varié de lambda sur 2. Donc, c'est-à-dire, avec une bande C à 6 cm, le d escalaire u va valoir 3 cm. Ici, nous avons 3 franges, donc ça veut dire qu'il y a un affaissement de l'ordre de 9 cm. Alors ce résultat a été discuté parce qu'on l'a voulu l'affecter à des phénomènes atmosphériques. Enfin, que ce soit un phénomène partiellement atmosphérique ou un déplacement, de toute façon la méthode fonctionne. Le problème, c'est de l'interprétation fine des résultats qui doit être faite en fonction d'autres contraintes éventuellement. Voilà un résultat que l'on doit à Bénédicte Fruneau sur la ville de Paris. Et suite au chantier du métro Éole, le sol parisien avait ployé légèrement du fait du pompage de la nappe phréatique. Alors, ce n'est pas des grosses valeurs, je n'ai pas les valeurs numériques ici, mais c'est de l'ordre de 1,5 cm. 1,5 cm d'affaissement que l'on voit très bien depuis l'espace, puisque on le voit sur les images. Et c'était un peu l'interrogation du journaliste, de savoir comment se fait-il que de 800 km d'altitude, on soit capable de voir des déplacements centimétriques, fractions de centimètres. Tout cela est dû au fait qu'on compare des longueurs d'onde, autrement dit, c'est des longueurs d'onde de 6 cm, et s'il y a un décalage dans une onde d'une fraction de longueur d'onde, voilà, ici j'ai un décalage, ce n'est pas le nombre total d'ondes qui compte, mais le décalage. Voilà. C'est pourquoi, que l'on soit à 800 km ou à 40 km ou à 4 km, on verrait les mêmes phénomènes pour les mesures de déplacement.
Et on note au passage donc que l'information fournie par ces radars imageurs, je n'ai pas trop dit avant, c'est l'occasion de rattraper un oubli, l'information fournie par les radars imageurs est indépendante de la distance globale antenne cible. Alors ça, c'est un point très important qui différencie le radar de l'optique. On a ici quelque chose que l'on verrait de la même manière si on était à 400 km, 200 km, 100 km. On ne joue que sur des fractions de longueur d'onde, de la même manière que les résolutions spatiales que l'on a étudiées précédemment étaient indépendantes de la distance au sol. Donc, différence majeure avec l'optique. La cohérence, maintenant, pour finir. Alors, c'est juste un passage sur un calcul, on ne va pas le détailler. C'est une corrélation complexe qui est faite entre les différentes réponses mesurées. Ce que l'on peut retenir, sans être expert en calcul de cohérence complexe, c'est si les différences de phase entre les mesures Z1 et Z2 sont relativement stables d'un point à un autre, ce moyen-âge spatial va donner une cohérence élevée. C'est ce que l'on a discuté tout à l'heure en disant que les effets de phase des cibles élémentaires étaient voisins. Dans la mesure où les cibles élémentaires fournissent des informations de phase identiques, la cohérence, ce calcul-là va donner une valeur élevée, avec par exemple un phi2 moins phi1 voisin d'une constante. Voilà, c'est rattrapé ici. Par contre, si le phi2 moins phi1 varie beaucoup quand on se déplace dans l'espace, il n'y a pas de cohérence entre les différents pixels voisins et le module de la cohérence va être petit devant 1. Alors, il y a un problème de vocabulaire ici. J'ai dit cohérence pour le terme ρ. Globalement, c'est la cohérence, et donc c'est le module de la cohérence qui traduira le fait que c'est stable ou non. Un exemple qui est quasiment un exemple d'école, c'est le barrage où on était tout à l'heure, avec des troncs qui émergent. L'image qui est au-dessus, c'est une image calculée de la cohérence en phase tandem avec ERS. Alors, a été rajouté les limites du barrage en rouge, bien sûr. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, sur cette image de cohérence, les points brillants sont les troncs, c'est-à-dire que globalement, la cible qui est considérée comme fixe va produire dans le calcul, d'une part, une réponse assez importante en termes de rétrodiffusion, et comme il y aura stabilité sur la phase interne de cet objet, le résultat sera élevé en termes de module de cohérence. C'est un peu un cas d'école de ce que l'on peut imaginer avec la cohérence. Nous allons voir un deuxième cas qui traduit des propriétés de même nature, mais différentes évidemment, puisque ce n'est pas le même exemple. Nous revenons sur la mangrove de Douala que nous avons déjà rencontrée à l'occasion d'une image aéroportée, avec une végétation haute qui suit les cours d'eau, une végétation basse entre les cours d'eau. Lorsqu'on regarde l'image d'amplitude en bas à gauche, cette image d'amplitude est marquée par une radiométrie relativement uniforme, sauf en haut à gauche ici des plantations, des palmeraies qui ont une réponse beaucoup plus forte en termes de puissance rétrodiffusée. Et dans une zone interne à la mangrove, ici je sais qu'il y a un petit cours d'eau parce qu'il est marqué par une réponse différente qui s'exprime pour des problèmes de relief de la végétation. C'est-à-dire qu'on voit la barrière de végétation avec compression de pixels et augmentation de la radiométrie. Eh bien, on ne voit pas directement le cours d'eau, il est trop petit, la végétation est couvrante, on ne le voit pas. Par contre, si on va dans l'image de cohérence, eh bien, il s'avère que dans l'image de cohérence, comme les arbres hauts, élevés, le long des cours d'eau, ont une agitation des parties supérieures beaucoup plus importante que celle de la végétation basse interne, on va avoir une cohérence moins élevée. Il n'y a pas de stabilité de la phase et ça marque la cohérence avec un résultat très original ici, qui est une espèce de radiographie des cours d'eau qui sont couverts par la végétation que l'on voit dans l'image d'amplitude et que l'on peut décortiquer en termes de réponse dans l'image de cohérence. Si nous avions eu une image optique, eh bien l'image optique aurait eu à peu près les mêmes propriétés que l'image d'amplitude radar. On aurait couvert les cours d'eau.
Donc ici, une image de cohérence que l'on peut qualifier d'extrêmement originale. On espère qu'avec Sentinelle-1, à 6 jours, on aura des résultats, ou à 6 jours maximum, à moins sur les latitudes hautes, on aura des résultats du même type. C'est une couche d'information qui est très originale et intéressante.